Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver, comme chaque samedi, dans le cadre du Forum libéral. Mais aujourd'hui, il y a une telle abondance dans l'actualité que je dois faire un choix. Tout d'abord, il y a ce terrible attentat qui a été fait à Moscou, où le nombre de morts actuellement dénombré est de 115 personnes tuées dans une salle de spectacle. Tout comme ça a été le cas il y a quelques années au Bataclan, et l'attentat a été revendiqué par l'État islamique. Ce sont eux-mêmes qui avaient réalisé le coup au Bataclan, et c'est eux à nouveau qui réalisent ce coup extraordinaire à Moscou. On doit s'étonner parce que le président russe a été élu la semaine dernière. Il a fait des déclarations à la presse extraordinaires compte tenu de la qualité des renseignements et de la sécurité qui pourrait exister à Moscou. Et voilà que l'État islamique a déjoué toutes les formes de sécurité qui pouvaient exister pour entrer dans une salle de spectacle qui recevait 6000 personnes et en a tué 115 alors qu'on ne sait pas encore s'il n'y a pas de victimes supplémentaires sous les décombres. Alors, comme le secrétaire général des Nations Unies nous a demandé de faire très attention dans nos commentaires, et je vais arrêter ici sur cette affaire-là. J'attends d'autres informations plus précises. Il semblerait que le président Poutine aurait fait une déclaration ce matin que je n'ai pas entendue, mais je ne vais pas m'engager davantage. Et s'il y a du nouveau, c'est la semaine prochaine, samedi prochain, que je pourrai développer avec vous. Autre point important, il s'agit maintenant d'Haïti. Vous savez que maintenant, les choses bougent en Haïti et qu'il était prévu de mettre en place une commission présidentielle pour préparer de futures élections et la nomination d'un Premier ministre. Il semblerait que ça a pris de l'eau. Ça a pris de l'eau, carrément, parce que il y a deux personnalités qui étaient plus ou moins engagées pour faire une forme de révolution ou de modification dans le système politique en Haïti. Il s'agit de M. Guy Philippe, qui est revenu des États-Unis, où il avait été emprisonné, comme vous savez. Et il y a un autre monsieur, Moïse Jean-Charles, sénateur, ancien sénateur, qui aurait souhaité s'embarquer dans la mouvance de Guy Philippe. Et voilà qu'on a découvert que M. Moïse Jean-Charles essayait d'évincer Guy Philippe, alors que tout le monde en Haïti ne souhaite qu'une chose, c'est que ce soit lui, Guy Philippe, qui devienne président de la République d'Haïti. Alors nous en sommes pour le moment à ce stade-là. Et comme les choses vont très mal en Haïti, il y a des gens en Guadeloupe qui commencent à dire qu'on doit faire attention pour ne pas recevoir trop de personnes en provenance d'Haïti. Il est évident que les forces de police, la police aux frontières et les gendarmes surveillent nos côtes. Mais il y a toujours des porosités quelque part. Et ça peut laisser passer des clandestins. Alors le Premier ministre, pas le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, qui est également ministre de l'Outre-mer, M. Darmanin, a publié les textes de la loi immigration qui indiquent comment on doit procéder ici pour traiter les dossiers des personnes en situation irrégulière. Alors nous avons ce document qui est entre les mains du réalisateur. Je ne sais pas si on pourra le récupérer pour le faire passer en direct, mais je peux vous dire que les dispositions qui ont été prises par cette loi immigration sont quelque peu favorables aux personnes en situation irrégulière, parce que l'article 3 permet de régulariser les personnes qui sont dans 3 secteurs, particulièrement l'hôtellerie, la restauration, le bâtiment
et l'agriculture. Vous savez qu'actuellement, nous sommes en gros débat pour la campagne sucrière et on sait très bien que dans les champs de canne, il y a beaucoup de Haïtiens qui travaillent pour la coupure, de la canne. Alors mon réalisateur me fait savoir que probablement nous pourrons publier la déclaration du ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, qui est également ministre de l'Outre-mer. Et s'il l'a récupéré réellement, je vais lui demander de faire comme il peut pour nous la diffuser. À la suite de la loi immigration promulguée par le président de la République, j'ai immédiatement pris plusieurs instructions, 4, pour les préfets de la République, pour les policiers et pour les gendarmes, pour appliquer les mesures de fermeté voulues par le gouvernement. D'abord, la première mesure de fermeté, c'est contre les étrangers délinquants. Jusqu'à présent, les préfets ne pouvaient pas expulser, éloigner des étrangers délinquants qui étaient arrivés très jeunes sur le sol de la République ou qui étaient mariés, par exemple, en France. Désormais, la loi permet d'expulser, d'éloigner des criminels qui sont arrivés peut-être très tôt sur le sol de la République, mais qui ne sont pas français et qui doivent retourner dans leur pays. J'ai donc demandé à tous les préfets de prendre tous les dossiers de toutes les préfectures et de regarder tous ceux qui ont été condamnés à des peines d'au moins de 5 ans de prison pour pouvoir les expulser du territoire national. Le deuxième sujet, c'est la lutte contre l'immigration irrégulière. Et il y a des filières d'immigration irrégulière avec des passeurs, c'est-à-dire des trafiquants d'êtres humains, ceux qui sont responsables de la venue de ces personnes en France, mais aussi des gens qui les logent dans des conditions insalubres, et sans les déclarer bien évidemment, mais aussi des entreprises qui ne les déclarent pas non plus et qui font travailler ces personnes dans des conditions parfois absolument insupportables. La loi immigration permet de lutter contre cela. D'abord, la fin du statut d'auto-entrepreneur pour des personnes qui n'ont pas de papier. C'est évidemment une des premières mesures de fermeté que nous avons prises immédiatement avec Bercy. La deuxième chose, c'est lutter contre les marchands de sommeil, les logeurs dans des conditions insalubres, pour pouvoir évidemment avoir des sanctions extrêmement fortes contre ceux qui profitent de la misère, mais aussi des sanctions administratives financières très fortes contre les entreprises qui embauchent des personnes sans papier. C'est un point très important puisque ces filières d'immigration irrégulière sont ceux qui font venir le plus de personnes irrégulières sur le territoire national et nous devons lutter contre eux comme les mafias. Et c'est d'ailleurs avec le garde des Sceaux une mesure très importante que nous avons prise puisque nous sommes partis d'un délit de 5 ans pour les passeurs à aujourd'hui un crime de 15 à 20 ans de prison, ce qui évidemment permettra des condamnations beaucoup plus fermes. Par ailleurs, nous avons avec Catherine Vautrin continué le travail commencé avec Olivier Dussopt de régularisation des personnes qui travaillent, qui n'ont aucun problème avec la République, qui adhèrent à nos valeurs, à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la liberté de culte, au respect bien évidemment de nos traditions et de notre vie, et pouvoir regarder qu'ils n'ont pas de casier judiciaire. Il n'y a aucune raison de ne pas les régulariser et de permettre aux gens qui travaillent, ici dans la restauration, là dans l'agriculture ou le bâtiment, alors qu'ils ont manifestement envie d'apporter à la France beaucoup. Ces mesures de fermeté, que j'ai demandé de prendre immédiatement, commencent à produire des effets. Vous avez vu que plusieurs préfectures, j'ai cité récemment la préfecture des Alpes-Maritimes, ont commencé à procéder aux expulsions de personnes qui auparavant ne pouvaient pas être exclues du territoire national et qui aujourd'hui méritent en effet de retourner dans leur pays pour des raisons de lutte contre la criminalité. Nous allons donc continuer à appliquer la loi immigration immédiatement. 90% des articles de cette loi n'ont pas besoin de décret, de règlement, d'attente, de préavis, mais doivent s'appliquer immédiatement. C'est le travail que nous faisons avec les policiers, les gendarmes et tous les préfets que je remercie. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez écouté et vous avez entendu de la bouche même du ministre de l'Intérieur, ministre de l'Outre-mer, qui indique quelles sont les dispositions qui vont être prises concernant les personnes en situation irrégulière. Je vais rajouter plutôt, que depuis peu, il y a beaucoup de personnes de la communauté haïtienne et de la communauté dominicaine qui ont quitté la Guadeloupe pour rejoindre les États-Unis d'Amérique. En effet, l'accord qui est passé avec le président Biden pour faciliter l'obtention de visas a permis que beaucoup de ces gens ont pu obtenir depuis la Guadeloupe la possibilité de rejoindre les États-Unis. Donc, beaucoup d'étrangers ont quitté la Guadeloupe pour aller vers les États-Unis. Je le dis une fois de plus que l'immigration clandestine n'est plus un délit.
un délit pénal, s'entend, parce qu'avant la loi qui a été prise par M. Sarkozy, une fois que vous étiez arrêté, que vous étiez en situation irrégulière, on vous mettait en garde à vue. Depuis la loi prise par M. Sarkozy, la loi ne s'applique plus de cette manière. Mais vous pouvez être contrôlé par la sous-préfecture, par les forces de police ou de gendarmerie pour faire un contrôle d'identité. Il ne s'agit pas d'une garde à vue, mais il s'agit d'une retenue pour contrôler vos pièces. Si vous ne détenez pas un titre de séjour, on vous met, comme on dit, en rétention. Mais auparavant, les policiers et les gendarmes doivent prévenir la préfecture pour leur indiquer votre situation. Et c'est à partir de cela que le sous-préfet ou le préfet prend une ordonnance ou un arrêté pour vous mettre en obligation de quitter le territoire français. Généralement, vous avez 1 mois pour faire un recours, pour protester contre cet arrêté, 1 mois pour protester contre l'arrêté, et vous avez 2 mois pour introduire une demande, une procédure de régularisation auprès du tribunal administratif. Cela veut dire que vous devez avoir un juriste qui vous accompagne dans cette démarche-là, mais vous avez aussi la possibilité de faire votre démarche vous-même par télérecours, par Internet. Mais je vous recommande plutôt de passer par un juriste, parce que si vous faites la procédure en télérecours, c'est-à-dire que quand on va vous demander des pièces à fournir et faire ce qu'on appelle un recours détaillé, il faudra apporter tous les éléments et les pièces adéquates. Donc, mieux vaut passer par un juriste pour faire cette démarche. Alors, il est évident que les consulats sont à la disposition de leurs ressortissants, qu'il s'agisse d'Haïti ou de la République dominicaine. Donc, si vous avez un problème particulier, une difficulté, vous vous approchez de votre consulat qui est là pour vous apporter des informations et des conseils en conséquence. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je vais vous dire aujourd'hui. Il est évident que ce qui se passe actuellement à Moscou nous interpelle parce que nous avons bientôt, dans les 3 mois qui viennent, les Jeux olympiques à Paris. Bien entendu, les services de l'intérieur sont sur les pieds, sur leur garde, mais il y a toujours possibilité à un assaillant déterminé de trouver une solution pour faire un mauvais acte. Et en Guadeloupe, heureusement, nous sommes un peu protégés. Nous espérons que nous sommes en situation de protection totale parce que ça peut arriver qu'un délinquant vienne d'ailleurs et provoque un désastre en Guadeloupe, soit dans un stade de football, soit dans une soirée de boîte de nuit, tout est possible. Mais nous sommes quand même vigilants et les forces de police et de gendarmerie sont très efficaces sur notre territoire et nous les en remercions. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je vais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous en tirerez le plus large profit de ce qu'a dit monsieur le ministre de l'Intérieur. Et bien entendu, vous avez la possibilité de revoir cette émission sur Canal 10, sur Facebook et également sur YouTube. Donc, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour en débattre plus davantage sur ce qui se passe à Moscou. Et j'espère que vous en tirerez le plus large profit. Je vous souhaite donc de passer un bon week-end. La chaleur est revenue, les soirs sont plus chauds qu'avant. Et bien entendu, quand il y a la chaleur, il y a la pluie qui vient à côté. Et nous avons quelques difficultés de fourniture d'eau en ce moment, puisque semble-t-il qu'il y aurait eu des sabotages, ce que nous déplorons. Alors, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, je vous souhaite donc de passer un bon week-end et je vous retrouve samedi prochain, comme d'habitude, dans le cadre du Forum libéral.
Alors, mesdames, messieurs, voilà mon réalisateur me signale qu'il me donne une petite rallonge de temps. Alors, je vais en profiter largement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire maintenant? Alors, bien entendu, je vais vous expliquer la situation internationale et on va revenir peut-être sur Haïti. Parce que Haïti, ce qui se passe, c'est comme on dit, des malcrabes pas qu'à vivre à même tout là. Monsieur Guy Philippe est revenu avec des idées bien précises pour casser le système politique négatif qui existe actuellement en Haïti. Il est entouré de quelques personnalités qui veulent changer Haïti, mais aussi il y a quelques politiciens véreux qui veulent monter dans le porte-bagages de Guy Philippe, notamment ce monsieur Maurice Jean-Charles, dont on n'a pas le temps, qui aurait déjà joué un double jeu. Tout d'abord, il avait fait une déclaration fracassante en disant qu'il ne participerait pas au projet de conseil présidentiel parce qu'il ne voulait plus être dans cette mouvance avec les membres, les gens d'Ariel, etc., ancien Premier ministre qui a été démis, et autres personnes politiques. Mais voilà qu'on apprend en sous-main qu'il a pris la décision d'envoyer quelqu'un représentant son parti donc à la commission présidentielle. Ça représente une forme de double langage. Vous ne pouvez pas dire sur les antennes et partout que vous êtes contre la commission présidentielle et en même temps vous envoyez quelqu'un qui va vous représenter. Donc ce monsieur, semble-t-il, il est dans ce domaine, je ne dirais pas un traître, mais une forme de paria, parce qu'il aurait lui-même trahi le président Jovenel à un moment donné, dans une déclaration qu'il aurait eue avec le président Jovenel, un engagement, et puis le lendemain, il a été à la télévision pour dire le contraire de l'engagement qu'il avait pris avec M. Jovenel. En tout état de cause, à partir de ce qui se passe actuellement en Russie, et tout particulièrement le fait que les États-Unis d'Amérique auraient prévenu la Russie qu'il aurait eu un attentat, et il avait demandé notamment aux Américains résidant à Moscou d'éviter d'aller dans les lieux de grande affluence, notamment dans les spectacles, etc. Il semblerait que la Russie n'a pas tenu compte de cette information fournie par les États-Unis et qu'on a maintenant le résultat. Alors, mais moi, je reviens sur ce que j'ai déjà dit ici. Personne ne me fera croire que les États-Unis n'étaient pas au courant qu'un complot était ourdi contre le président Jovenel pour le déstabiliser. De la même manière qu'ils ont pu, depuis les États-Unis, informer les Russes qu'un attentat allait être créé, ils auraient très bien pu connaître ce qui se passe à 1 heure de vol. À 1 heure de vol des États-Unis, Haïti est à 1 heure de vol des États-Unis, et que jamais le président Jovenel n'a été informé qu'on était en train de monter une cabale contre lui. Et surtout, ce que je vous ai déjà dit ici, c'est que quand les assaillants sont arrivés au domicile de monsieur le président Moïse, ils auraient déclaré pour neutraliser les agents de sécurité du président. Par cette déclaration, c'est une opération DEA. DEA veut dire département d'État américain. Donc si quelqu'un a pu déclarer que c'est une opération DEA, c'est que cette personne avait quand même une acquaintance avec le service américain. Et je ne veux pas formellement accuser les États-Unis de quoi que ce soit, mais il y a des questions qui méritent d'être éclaircies. Parce qu'on sait très bien que la personne qui a engagé le commando colombien est un Américain qui se trouve à Miami, la CTU. Donc, s'il y a eu un organisme
américain qui a pu recruter les Colombiens pour faire ce méfait, eh bien, il faudrait que les Américains fassent un petit peu de clarté dans l'action qu'a pu mener la CTU. Je n'accuse personne, mais je dis, et je dois réfléchir comme tout le monde, que si ça s'est passé, il y a certainement eu un accord, peut-être pas écrit, mais un accord tacite entre les assaillants et certaines autorités américaines pour renverser le président Moïse. Je vous ai déjà dit que Moïse était en train de casser certains contrats qui avaient été passés avec certains oligarques haïtiens qui encaissaient des sommes folles pour des services peu rentables. C'est-à-dire que pour l'électricité, par exemple, il y a une société, la Sogénère, qui percevait 12 millions de dollars par mois pour fournir de l'électricité, alors que l'électricité en Haïti n'était pas disponible pendant plus de 2 heures. Alors que le président Moïse avait commencé à créer des centrales électriques, eh bien, ça a dérangé la société en question qui a été, le contrat a été cassé. 12 millions, on peut vous faire perdre 12 millions par mois, 12 millions de dollars par mois, eh bien, il est évident que vous n'êtes pas heureux. Et que si vous pouvez prendre une revanche sur cette personne qui vous a fait perdre ce contrat, eh bien, on peut imaginer que vous étiez certainement dans le complot. On peut imaginer, je ne dis pas que vous étiez dans le complot, on peut imaginer que vous pourriez être dans le complot. Ce que je peux vous dire aussi, quand j'ai commencé à fréquenter Haïti dans les années 70, $1 américain valait 5 francs français, mais valait également 5 goudes, la monnaie haïtienne. Maintenant, pour avoir $1 américain, vous devez dépenser des sommes folles en goudes. Alors que nous avons l'euro qui nous protège, bien sûr. Mais je vous dis, la différence qu'il y a pu avoir entre l'économie haïtienne de 1970 avec celle que nous vivons actuellement n'a rien à voir. Il est évident qu'à l'époque, c'était le président Duvalier, François Duvalier, qui était au pouvoir et que l'autorité haïtienne avait une autre puissance. Je ne réclame pas le retour de la dictature en Haïti, mais je vous dis qu'à cette époque-là, Haïti était beaucoup mieux géré. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il m'avait donné un temps supplémentaire pour parler, je le remercie. Et je vous donne donc rendez-vous définitivement à samedi prochain dans le cadre du Forum libéral en vous souhaitant de passer un très beau week-end.